La Chine et la Russie sont aujourd'hui politiquement plus proches qu'elles ne l'ont jamais été dans l'histoire. Cela a été illustré symboliquement en septembre dernier, lorsque le président russe Vladimir Poutine s'est rendu à Pékin pour rencontrer le président chinois Xi Jinping et assister à un événement célébrant le 80e anniversaire de leur victoire lors de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux autres dirigeants éminents du Sud global étaient également présents, notamment les chefs d'État de l'Indonésie, du Vietnam et de l'Iran, ainsi que Kim Jong-un, le dirigeant de la Corée du Nord. Les images de ces dirigeants réunis envoyaient un message clair à l'Occident. L'ordre géopolitique est en train de changer. Les années de domination occidentale sont terminées. Et au cœur du nouvel ordre mondial multipolaire en construction se trouve le partenariat étroit entre la Chine et la Russie. Ceci est très préoccupant pour le gouvernement américain car la politique affichée à Washington est de tenter de maintenir la domination mondiale afin d'empêcher l'émergence de ce que les États-Unis appellent des concurrents stratégiques quasi pairs. Et l'armée américaine est très préoccupée car il y a désormais 2 concurrents quasi pairs dans le monde, et ils sont étroitement alliés. Il s'agit de la Chine et de la Russie. C'est précisément pour cette raison que l'administration de Donald Trump a déployé beaucoup d'efforts pour tenter de diviser la Russie et la Chine, essayant de séduire Moscou afin d'isoler Pékin. Quelques jours seulement avant l'élection présidentielle de 2024 remportée par Trump, il avait promis qu'il diviserait la Russie et la Chine. You never want Russia and China uniting. We united them. It's a shame. The stupidity of what they've done. I'm going to have to ununite them, and I think I can do that too. I have to ununite them. C'est la stratégie de diviser pour mieux régner de Washington, et cela explique pourquoi, en février 2025, quelques semaines seulement après le retour de Trump pour son second mandat en tant que président des États-Unis, il a envoyé des hauts responsables américains en Arabie Saoudite pour tenir des discussions avec la Russie, et le secrétaire d'État américain Marco Rubio a proposé que les États-Unis essayent de s'associer avec la Russie. The credible opportunities that exist to partner with the Russians geopolitically, on issues of common interest, and frankly economically. Maintenant, lorsque certaines personnes ont entendu ces propos du secrétaire d'État américain, elles ont dit « Wow, l'administration Trump essaie de poursuivre la paix. » Mais il ne s'agit pas de paix, c'est une stratégie impériale cynique de division pour mieux régner. Le véritable objectif des États-Unis est d'essayer d'améliorer les relations avec la Russie afin de briser le partenariat étroit entre Moscou et Pékin. Donald Trump était très confiant dans sa capacité à diviser la Chine et la Russie, mais sa stratégie était tout simplement invraisemblable dès le départ. J'ai déjà expliqué qu'aujourd'hui, dans les années 2020, la Chine et la Russie sont plus proches politiquement qu'elles ne l'ont jamais été dans l'histoire. Le président chinois Xi a effectué un voyage symbolique à Moscou en mai, où il était l'invité d'honneur de Poutine, lors de la célébration du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique contre l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de ce voyage, Xi et Poutine ont signé des dizaines d'accords et ont publié une déclaration conjointe de plus de 8000 mots, dans laquelle ils ont souligné que, je cite, « Les relations sino-russes ont atteint le plus haut niveau de l'histoire ». Fin de citation. Et ils se sont engagés à, je cite, résister conjointement à toute tentative d'interférer avec et de perturber l'amitié traditionnelle et la profonde confiance mutuelle entre la Chine et la Russie. Fin de citation. Donc, politiquement, l'idée que Trump puisse, d'une manière ou d'une autre, opérer un virage à 180 degrés dans la politique étrangère américaine et s'allier avec la Russie contre la Chine était complètement absurde dès le départ. Et économiquement, cette idée a encore moins de sens, car la Chine est de loin le plus grand partenaire commercial de la Russie. La Chine est extrêmement importante pour l'économie russe. Plus de 30% des exportations russes vont vers la Chine, et plus d'un tiers des importations russes proviennent de Chine. Et la Chine et la Russie ont des économies très complémentaires. La Chine est la superpuissance manufacturière du monde, et la Russie est la superpuissance mondiale des matières premières. La Russie est l'un des plus grands producteurs mondiaux de pétrole et de gaz naturel, de nombreux minéraux stratégiques, de céréales et d'engrais.
Et si l'on regarde ce que la Russie exporte vers la Chine, il s'agit de nombreuses matières premières stratégiques dont la Chine a besoin en tant que pays immense de 1,4 milliard d'habitants. Cela fait beaucoup de bouches à nourrir. Les États-Unis, en revanche, commercent très peu avec la Russie, et en fait, la Russie et les États-Unis sont concurrents dans de nombreux secteurs, car les États-Unis, tout comme la Russie, sont également l'un des principaux producteurs mondiaux de pétrole, de gaz naturel, de céréales, ainsi que de nombreux autres produits agricoles et de viande. Si l'on regarde ce que les États-Unis exportent, ils exportent certes certaines technologies et quelques biens de consommation, mais une grande partie des exportations américaines consiste aussi en matières premières majeures comme le pétrole. Ainsi, les États-Unis sont en réalité en concurrence avec la Russie, et que pourraient-ils vendre à la Russie que la Russie ne possède pas déjà? Je veux dire, Trump pourrait essayer de forcer la Russie à acheter des voitures américaines, vous savez, des voitures Ford et GM, mais je ne pense pas que les Russes veuillent des voitures américaines. Ils sont satisfaits des voitures chinoises, japonaises, coréennes et russes. Donc, tant sur le plan politique qu'économique, il n'est pas logique pour la Russie de s'allier avec les États-Unis contre la Chine, étant donné, encore une fois, que la Chine est le plus grand partenaire commercial de la Russie et son voisin. Trump n'a tout simplement rien à offrir à la Russie, à part un allègement des sanctions, auxquelles la Russie ne peut même pas vraiment faire confiance de toute façon, car lorsque Trump quittera finalement ses fonctions, le prochain président américain, quel qu'il soit, pourrait tout simplement réimposer des sanctions à la Russie. Alors pourquoi Moscou sacrifierait-elle ses relations avec son partenaire le plus important au profit de Washington? Cela n'a aucun sens. C'est pourquoi le président russe Poutine a clairement fait comprendre à Trump que les États-Unis ne devraient même pas essayer de diviser la Chine et la Russie. C'était l'un des enseignements évidents du voyage de Poutine à Pékin en septembre dernier, et je voudrais parler davantage de ce voyage et de l'événement historique qui s'est tenu le 3 septembre, marquant le 80e anniversaire de la victoire sur l'Empire japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. J'ai parlé des photos très symboliques qui ont été publiées montrant le président chinois Xi, le président russe Poutine, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, ainsi que les dirigeants de nombreux autres pays importants du Sud global, y compris les dirigeants de l'Indonésie, du Vietnam, de l'Iran, du Kazakhstan et d'autres républiques d'Asie centrale. Il y avait également des dirigeants latino-américains et des représentants de Cuba et du Nicaragua, ainsi que des représentants africains. C'était une démonstration claire de l'unité du Sud global, symboliquement contre l'impérialisme et le fascisme occidentaux. Et le Financial Times, le grand journal occidental, je pense qu'il l'a bien résumé lorsqu'il a dit que cet événement, ce gigantesque défilé militaire, au cours duquel le dirigeant chinois Xi était entouré de nombreux dirigeants importants du Sud global, montrait que la Chine fait partie d'une tentative de remodeler l'ordre mondial, de créer un monde plus multipolaire. Dans une autre vidéo, j'explique comment le premier ministre indien Narendra Modi s'est également rendu en Chine pour assister au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, et cela aussi était profondément symbolique car le gouvernement américain a, pendant des décennies, tenté de diviser la Chine et l'Inde afin d'isoler Pékin. Mais comme je l'ai expliqué, Donald Trump a ironiquement annulé une grande partie de ses efforts en attaquant constamment l'Inde et en imposant des droits de douane de 50% à l'Inde, ce qui va causer beaucoup de tort à l'économie indienne. Et le président américain Trump était évidemment très en colère à propos de cette rencontre réussie à Pékin. Je ne peux pas m'empêcher de penser que Trump était aussi furieux parce que l'armée chinoise a fait preuve de bien plus de discipline lors de son défilé que lors du soi-disant défilé désastreux que Trump a tenté d'organiser à Washington. Je veux dire, l'armée américaine s'est montrée complètement non professionnelle, totalement désorganisée. Mais quoi qu'il en soit, Trump était manifestement très en colère que tous ces dirigeants du Sud global se soient réunis à Pékin pour célébrer cet anniversaire. Et Trump a publié un message furieux sur sa copie de Twitter, Truth Social, dans lequel il exigeait que la Chine soit reconnaissante pour le soutien apporté par les États-Unis à la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis il a également écrit, je cite, «
Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong-un pendant que vous complotez contre les États-Unis d'Amérique. » Fin de citation. Voilà donc comment, à Washington, ils ont perçu cet événement. En fait, Trump a essentiellement admis que sa stratégie visant à diviser la Chine, la Russie et l'Inde a échoué. Dans une publication sur sa copie de Twitter, Truth Social, Trump a posté une photo de Xi avec Poutine et Modi, et il a déclaré, je cite, « On dirait que nous avons perdu l'Inde et la Russie au profit de la Chine la plus profonde et la plus sombre. » Maintenant, cette publication est très étrange. Il fait référence à la Chine comme à un méchant dans un film hollywoodien, la Chine la plus profonde et la plus sombre, et cela montre clairement que les États-Unis considèrent la Chine comme leur ennemi mortel. Mais aujourd'hui, je veux parler des relations très étroites entre la Russie et la Chine et de la façon dont l'administration Trump a complètement échoué à diviser ces deux pays très importants qui sont au cœur de cette tentative de construire un monde plus multipolaire et de défier l'hégémonie impériale occidentale. Je vais donc d'abord examiner le compte-rendu diplomatique publié par le Kremlin qui résume les principaux points des discussions qui ont eu lieu entre Poutine et Xi le 2 septembre. Ce compte-rendu indique que Xi et Poutine ont discuté, je cite, « du renforcement et de la promotion du partenariat global et de l'interaction stratégique entre la Russie et la Chine. » Fin de citation. Le président Xi a commencé son discours en qualifiant Poutine de son vieil ami et il a souligné que les relations étroites entre la Chine et la Russie ne sont pas nécessairement nouvelles dans l'histoire, mais qu'en réalité, on peut remonter aux années 1930 et 1940, lorsque la Chine et la Russie travaillaient ensemble pour lutter contre le fascisme et l'impérialisme. Et en Chine, ils appellent la Seconde Guerre mondiale la guerre mondiale antifasciste, parce que, bien sûr, sur le théâtre européen, ils combattaient également le fascisme allemand et le fascisme italien, et la Chine luttait contre le fascisme japonais. Et le président Xi a souligné, je cite, « la grande responsabilité de la Chine et de la Russie en tant que principaux pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. » Fin de citation. La Chine et l'Union soviétique ont de loin le plus contribué à la défaite du fascisme et de l'impérialisme pendant la Seconde Guerre mondiale. Plus de 26 millions de Soviétiques sont morts pendant la guerre, et jusqu'à 20 millions de Chinois ont également péri. Et pourtant, en Occident, de nombreux élèves n'apprennent pas le sacrifice héroïque consenti par les peuples de l'URSS et de la Chine. Puis, Poutine a souligné que les relations étroites entre la Chine et la Russie aujourd'hui trouvent leurs racines dans plusieurs décennies d'histoire. Bien sûr, il y a eu la rupture sino-soviétique dans les années 1960 et 1970, ce qu'ils préfèrent évidemment ne pas aborder, mais si l'on remonte aux années 1930, l'Union soviétique a effectivement apporté son soutien à la Chine alors qu'elle combattait les envahisseurs japonais. Pour le peuple chinois, la Seconde Guerre mondiale a commencé avant celle en Europe, lorsque le Japon a envahi la Chine et colonisé de nombreuses régions du pays. Et le peuple chinois a résisté avec le soutien de l'Union soviétique dans les années 1930 jusqu'aux années 1940. C'est donc une citation très importante de Poutine qui relie cette histoire à la situation actuelle. Poutine a déclaré, je cite, « Nous nous souvenons vivement de notre coopération dans les années 1930 et en 1945. Nous étions unis à l'époque et nous le sommes encore aujourd'hui. » Fin de citation. Poutine a également abordé la question de l'énergie. Il a souligné que la Russie conserve fermement sa position de principal exportateur de pétrole et de gaz vers la Chine, et Poutine a évoqué un gazoduc existant, connu sous le nom de gazoduc Force de Sibérie 1, qui relie la région orientale de la Russie au nord de la Chine. La Russie et la Chine ont signé un autre accord très important lors de la visite de Poutine à Pékin, qui prévoit notamment la construction d'un gazoduc Force de Sibérie 2. C'est absolument historique, car des projets pour ce gazoduc sont discutés depuis de nombreuses années, mais on ne savait pas s'ils seraient réellement lancés. Et maintenant, de nombreux rapports indiquent que cela va se concrétiser. Force de Sibérie 2 reliera les réseaux de gazoducs de la Russie occidentale à la Russie orientale, jusqu'à la région sibérienne, puis ce réseau sera également connecté à Force de Sibérie 1 et ira jusqu'en Chine. Et cela est très significatif, car cela signifie désormais que la Chine recevra du gaz naturel provenant des champs de Yamal, de la péninsule de Yamal en Russie, au nord du pays. Auparavant,
ce gaz était acheminé vers l'Europe via le gazoduc dit Yamal Europe, mais bien sûr, en raison de la guerre par procuration en Ukraine et des sanctions européennes contre la Russie, l'Europe tente maintenant de boycotter non seulement le pétrole russe, mais aussi le gaz russe. Ainsi, au lieu de vendre ce gaz bon marché par pipeline à l'Europe, la Russie va désormais rediriger ce gaz vers la Chine via le nouveau gazoduc Force de Sibérie 2. C'est un développement majeur, et c'est le symbole du fait que la Russie considère que son avenir économique réside dans un approfondissement de l'intégration avec la Chine et l'Asie dans son ensemble. Ainsi, la Russie continue de se tourner vers l'Est et le Sud. Elle ne regarde plus vers l'Ouest. Moscou a clairement pris la décision d'approfondir son intégration en Eurasie et non avec l'Europe, et certainement pas avec les États-Unis.